Très bien. Alors, est-ce que vous arrivez à me recevoir? Est-ce que le son est bon? Oui, oui, c'est bon. Très bien, parfait. Ben, on commence tout de suite. Alors, ce qui est prévu, donc, c'est une présentation qui va durer environ 30 minutes. On va essayer d'être exactement dans le temps, dans le timing. Et après, il y aura une séance de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut booster une entreprise, c'est-à-dire pousser, la pousser en visibilité, en croissance, en réduisant également ses coûts. Réduire ses coûts, ça veut dire optimiser, donc apporter d'optimisation avec une certification ISO 9001. Alors, pourquoi ISO 9001? Parce que on va dire, c'est le référentiel de base. C'est le premier auquel on pense lorsqu'on veut apporter d'amélioration continue au niveau d'entreprise, et c'est celui qui touche au process. Donc, c'est lui qui va générer naturellement une réduction des coûts, des optimisations et une satisfaction client, et va booster et pousser l'entreprise. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre sur la partie message votre nom, prénom et votre titre et l'entreprise éventuellement. Si vous êtes étudiant et étudiante, il n'y a pas de souci, vous le mettez. Donc, juste pour que je puisse par la suite vous envoyer, vous reconnaître et vous envoyer des documents supplémentaires si vous en avez besoin. Alors, ISO, c'est quoi? Donc, vous le savez tous. Bon, ça vient du grec ancien qui est isos, alors qui veut dire égal. Ça veut dire quoi, tout simplement? C'est que l'entreprise certifiée ISO à Casablanca, dans un quartier à Isba ou à Sidi Barossi, est exactement équivalente, devrait normalement, mais à quelques différences près, être exactement identique à l'entreprise basée en Chine, au Japon ou en Allemagne. Certifiés ISO 9001 s'ils sont sur la même activité et le même produit. C'est d'ailleurs ça, on va dire, l'objectif de l'ISO, c'est de mettre des entreprises sur un même pied d'égalité pour que la concurrence se fasse de manière loyale. Alors, la fondation de l'ISO remonte à 1947, c'est-à-dire juste après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les industriels, à l'époque, euh, commençaient à produire en masse et ils se sont dit, ben, il faudrait qu'on crée des standards, des standards de référence pour qu'on soit aligné sur les mêmes bases. Il faut savoir qu'il y a environ 24 165 normes internationales ISO. Donc aujourd'hui, on va parler d'une norme sur les 24 000. Donc c'est énorme comme nombre de standards. Il faut savoir aussi, et c'est important de le noter, qu'il existe 160 pays membres sur 200. C'est-à-dire on est 200 pays à cohabiter sur la Terre. Donc il y a 160 pays qui sont membres représentés au niveau de l'ISO. Donc ce n'est pas rien du tout. Alors, Willy Kurt, c'est le fondateur de l'organisation ISO. Alors, mon histoire personnelle avec l'ISO, donc je vais la partager avec vous. Alors, c'est deux histoires en principe. C'est une histoire avec une histoire d'une mère et une histoire d'un enfant. Alors, il y a quelques années, donc, on m'appelait en me disant, bah, Aziz, il faut venir. Donc, alors, notre mère est souffrante, il faudra l'amener à une clinique. Alors, bah, il souffrait d'une baisse drastique en plaquettes. Alors, on courait, on a essayé de la prendre, de la présenter aux cliniques qui étaient sur Rabat, après sur Casa. On a même pensé à aller à Agadir. Alors, on s'est rendu compte que les cliniques sur lesquelles on était partis n'avaient pas de stock de plaquettes. Et à ce moment-là, je me suis dit, ceci n'est pas normal, donc il faudrait quand même que les gens travaillent avec des standards, avec un minimum de qualité, avec un minimum de considération par rapport au client patient. Donc ça, c'est par rapport à la première histoire. Deuxième histoire, c'est l'histoire de mon enfant, donc, qui a 7 ans, donc il a été diagnostiqué il y a une année avec une intolérance au gluten, donc il faudrait qu'il consomme des produits qui sont exempts de gluten. Alors, surprise toujours, donc je me rends sur le marché pour voir des produits qui sont sur place, et donc il y a de l'anarchie totale. Je me suis dit, encore une fois, ce n'est pas normal, il faudrait que ce secteur soit réglementé, que des produits soient marqués, et lorsqu'ils sont marqués, il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion. Parce que, figurez-vous, il y a des produits qui portent le symbole sans gluten sur la face, et derrière, vous allez trouver sur les ingrédients peut contenir du gluten. Ça veut dire que c'est totalement aberrant. Et je reprends une citation de Paulo Coelho, donc toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Donc,
c'est pour dire en fait que de ces deux histoires, il faudrait se dire que les choses doivent tourner selon des standards et selon des référentiels, ils ne doivent pas tourner n'importe comment. Donc ce sont mes deux histoires que je partage assez souvent avec tout le monde. Alors, ISO, aussi c'est quoi? Alors ISO, c'est environ, on se rapproche d'1 million d'entreprises certifiées ISO 9001 en vente. Ce sont des chiffres très récents, donc ce sont des chiffres de 2020. Et sur les 1 million d'entreprises certifiées ISO 9001, il y a environ un tiers en Chine. En deuxième position vient l'Italie, avec environ 100 000 à 91 000. En troisième position vient l'Allemagne. Et en quatrième position vient le Japon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes puissances mondiales, à savoir Chine, Italie, Allemagne, Japon, sont des pays au niveau desquels les entreprises se certifient. C'est pour vous présenter, vous démontrer un peu l'importance de la chose, c'est-à-dire que les entreprises qui se certifient s'améliorent et améliorent la performance du pays. Et ces pays-là n'ont pas choisi, les entreprises de ces pays n'ont pas choisi de se faire certifier ISO 9001 par hasard. Alors, au Maroc, on est sur à peu près 1100 entreprises certifiées. Ça veut dire que demain, si votre entreprise elle est certifiée, elle fait quand même partie des rares 1100 entreprises certifiées. Et si vous êtes sur un secteur, on va dire, où la certification n'est pas très représentée, vous allez être parmi l'élite, parmi les leaders. Alors, grâce aux normes, je vais aussi parler des répercussions, on va dire, financières, parce que c'est ça, c'est on va dire, des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est que grâce aux normes, des répercussions positives représentant 0,15 à 5% sur le chiffre d'affaires peuvent être observées. Alors ça, c'est des études qui sont faites par ISO, une dernière enquête de 2020 aussi, donc parle de ça, et 5% sur un chiffre d'affaires de l'entreprise, ce n'est pas rien, donc c'est très significatif. Alors, les normes ont contribué à l'économie britannique à hauteur de 2,5 milliards. Donc, on est en train de parler d'une économie mondiale, l'économie britannique, et il a eu un rebond de 2,5 milliards de livres sterling. Donc, c'est énorme, donc, tout simplement par rapport à ce que peut apporter une norme ISO. Ils ont permis d'augmenter de 13% la productivité au travail ou du travail. Donc, les entreprises certifiées ont noté en moyenne une augmentation de productivité de 13%. Et on va voir comment et pourquoi. Les avantages des normes s'évaluent en Allemagne où c'est 1% du produit intérieur brut. Il faut imaginer le montant que représente le 1% du produit intérieur brut d'un pays comme l'Allemagne, très industrialisé, très sophistiqué. Donc, c'est pour vous montrer un peu en chiffres les répercussions financières et en performance de l'entreprise. Alors, je vais y aller sur des cas un peu plus concrets. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres, mais je vais quand même les, euh, les, euh, les présenter. Alors, il y a sur le graphe que vous voyez à gauche, on voit que ISO, par exemple, alors qu'est-ce que je gagne lorsque je suis ISO 9001? Alors, il y a une partie, on va dire, d'obligation pour être ISO. Il faut savoir que les entreprises d'automobiles qui sont certifiées IATF exigent, je dis bien exigent parce que la norme leur demande de faire ça, que leurs sous-traitants soient certifiés ISO 9001 au minimum, qu'ils aient un système de gestion de la qualité. Ça veut dire que demain, si vous êtes une petite ou moyenne entreprise et que vous voulez être le sous-traitant d'une entreprise qui opère dans l'automobile, il faudrait que vous soyez ISO 9001. Et ça, ça relève d'obligation. Alors, en aéronautique, il y a un standard ISO 9100 qui renvoie à la norme ISO 9001. Tandis que si vous voulez aussi travailler avec l'aéronautique, il faudrait quand même être ISO 9001. Il faudrait essayer de se rattraper pour être parmi les entreprises qui sont certifiées. Alors, ISO 9001 et s'associe également à une nouvelle ancienne norme, la ISO 13485, qui gère les dispositifs médicaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute entreprise ou tout laboratoire pharmaceutique ou autre qui produit ou qui importe et distribue des dispositifs médicaux. Alors, dispositifs médicaux, c'est quoi? C'est le coton, par exemple, les seringues pré-remplies, l'insuline, par exemple, et autres. Alors, ces entreprises doivent être certifiées ISO 13485, c'est réglementaire. Donc, les laboratoires ont été notifiés il y a 2 ans, ils ont encore une année, donc il y a un délai de 3 ans qui a été accordé pour que les entreprises soient certifiées. Le 13485 est une norme, est un standard
fondée sur un 9001. Toujours est-il que demain, si vous voulez être sous-traitant d'un laboratoire pharmaceutique, ben, vous allez être amené à être certifié ISO 9001 pour vous rapprocher un peu de leur standard. Vous connaissez également la 17025, c'est la norme pour le laboratoire d'étalonnage et métrologie. Donc, ça, c'est pour parler un peu de... Je vais donner des exemples qui sont cités à ma droite. Donc, Dumper a augmenté ses bénéfices d'environ 30% et sa marge brute annuelle d'environ 30% en faisant appel aux normes. 30% sur une marge, c'est énorme, c'est colossal. Alors, Lobast, fabricant de briques au Botswana, a vu l'impact des normes qui s'est traduit par une augmentation de 4,5% des bénéfices avant intérêts et impôts, soit 2,63 des ventes totales du secteur au Botswana. 2,63 des ventes totales dans un pays. Donc, ça veut dire ça, c'est avec uniquement un label ISO. Dans le domaine du plastique, l'entreprise colombienne Gerfort reconnaît que 47% de son chiffre d'affaires total a été réalisé avec des ventes conclues sur des critères de conformité par rapport aux normes. 40%, 47%. C'est énorme. Ils ont réduit un procédé avec des procédures normalisées, un procédé d'inspection et d'analyse de la résine. Ils l'ont réduit de 4 heures à un quart d'heure. Et je vous laisse imaginer un peu l'impact. Alors, au Brésil, un fournisseur de techniques d'automatisation a vu l'incidence des normes sur son bénéfice et s'est traduit également par 4,37 millions monnaie locale, soit 2%, environ 2% du chiffre d'affaires. Alors, la Tuc Fairprice est une chaîne de supermarchés implantée à Singapour. Alors, cette firme a enregistré un gain d'environ 13,6 millions réalisé sur 10 ans grâce à la mise en œuvre de normes dans les fonctions d'approvisionnement, entrepôt, distribution et commerce de détail. Alors, sur ce slide-là, on voit qu'il y a une partie obligation pour être certifié ISO, pour accompagner les autres industriels qui ont leurs normes, leurs propres normes. Et on voit sur l'autre partie le bénéfice financier qui se traduit par une augmentation de marge, une augmentation de chiffre d'affaires, et comme on a vu aussi, une optimisation du processus. On a vu le temps de contrôle qui est passé de 4 heures à un quart d'heure, et également un bénéfice colossal à long terme. 13,6 millions de dollars sur 10 ans, c'est pas rien du tout, c'est une grosse somme. Alors, ISO et vous. Qu'est-ce que ça veut dire ISO? Alors, imaginez que vous avez, je vais vous résumer un peu la norme en la banalisant, imaginez que vous avez un rendez-vous important sur une ville. Vous allez, par exemple, rencontrer un client sur votre ville, alors, où vous êtes quelqu'un qui cherche un emploi et vous allez vous rendre sur un entretien sur votre ville. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous informer sur le client. Vous allez voir quelles sont ses habitudes, comment il est, il a quel âge, l'entreprise, comment elle est. Donc, vous allez vous informer sur le client. Alors, vous allez essayer de voir où, quand et comment vous allez voir le client. Donc, vous allez voir dans un café, dans son bureau, dans un hôtel, quand, heure, date et heure, pardon, et comment. Vous allez commencer à vous poser des questions par rapport aux moyens de transport. Vous allez y aller par train, TGV, voiture. Comment va être votre tenue? Est-ce que vous allez vous allez vous présenter avec une tenue, on va dire, spéciale et des accessoires spéciaux. Et après, vous allez y aller. Donc, vous allez partir. Quand vous allez être en face avec votre client, vous allez commencer à lui parler, l'échange va s'installer, en entretien d'embauche, en entretien avec un client. Alors, vous allez commencer à surveiller les gestes quand il est satisfait, quand il est, on va dire, quand il n'est pas, quand il fait un geste qui témoigne qu'il n'est pas satisfait. Donc, vous allez surveiller un peu l'ambiance. Et au deuxième rendez-vous, vous allez essayer de vous améliorer et d'améliorer l'entrevue. Alors, le parler avec ça, c'est ISO 9000. Alors, le contexte, s'informer sur le client, c'est exactement le contexte. Chapitre 4 et 5. Alors, chapitre 6, alors 5, il y a le leadership, la politique et tout ce qui va avec. Alors, où, quand et comment je commence à faire de la planification. Également, dans une entreprise, on planifie comment on va faire le produit, le service qui va produire, les délais, etc. Alors, voiture, tenue, accessoires, c'est le support. Alors, support, le qui fait quoi, quand et comment.
les rôles, responsabilités, autorité, tout ça, vous allez le voir sur le chapitre 7, l'infrastructure, les ressources. Alors ça, c'est l'équivalent ISO 9001. Alors, vous allez y aller, le 4, c'est le chapitre 8, c'est la réalisation du produit du service. Quel produit vous allez produire, quelle réglementation le régit, comment vous allez le réaliser, est-ce qu'il y a des procédures, des fiches suiveuses, etc. Alors, vous surveillez les gestes et l'équivalent de la surveillance en continu sur le process, le contrôle qualité, comme on a l'habitude de l'appeler. Et après, il y a la surveillance système, l'audit interne, l'audit de direction. Et le deuxième rendez-vous et l'amélioration au niveau du deuxième rendez-vous est équivalent à l'amélioration. Alors, tout ça en pratique, sur l'entreprise, le chapitre 4 et 5 vous aide à identifier les clients, quels clients. Alors, le 6 qui fait quoi, quand et comment, j'en ai parlé. Le 7, c'est la formation infrastructure. Le 8, c'est les procédures. Le chapitre 9, c'est tableau de bord et KPIs, alors indicateurs. Et le chapitre 10, c'est la satisfaction client et l'amélioration continue. J'espère que je n'y vais pas trop vite. J'essaie de gagner un peu de temps, mais après, on peut revenir à ça. Alors, ça, on la veut. Ça aussi. Alors, ISO et performance. Alors, ça veut dire quoi? Alors, quelle performance apporte l'ISO? Alors, ce qu'il faut savoir que quand on produit un produit dans une entreprise ou un service, alors on a un client derrière qui va consommer le produit ou le service. Le client, s'il est insatisfait, on va le perdre une fois pour toutes. Il faut imaginer toute la démarche que fait l'entreprise pour avoir un seul client ou là une dizaine de clients, et que s'il s'amuse à les perdre, donc tout le travail qui a été fait de marketing, de prospection, de conclusion de contrat, de préparation du produit d'envoi, va être perdu et on va recommencer le départ à rechercher de nouveaux clients. Donc on démarche, on a un client, il est insatisfait, on le perd et rebelote. Donc on refait. Ça, c'est la première, on va dire, problématique si on n'est pas ISO 9001, si on n'est pas performant. Donc on va risque de perdre des clients. Donc on va avoir des clients insatisfaits. Alors, deuxième volet qui est aussi important, que vous allez dû voir dans vos organisations, c'est des collaborateurs désorientés. Ça veut dire quoi? Alors, la citation à moi que j'ai mise à gauche, c'est que dans une entreprise où il y a une personne, il fait tout. Cette personne-là fait tout, fait de la comptabilité, fait de la prospection, fait de la réalisation, etc. Lorsqu'on est trois dans une entreprise, on peut se permettre de faire tous la même chose et échanger des rôles. Mais lorsqu'on est 10 dans une entreprise et qu'on fait tous la même chose, ça devient de l'anarchie. Quand on est 10, 15, 20, 30, 50, 300, on devrait avoir des rôles, responsabilités, autorités, des process et des interactions entre process. Donc, il faudrait qu'on s'organise avec le qui fait quoi, avec des procédures, et le qui donne quoi, avec des indicateurs. Généralement, dans une entreprise, lorsqu'un responsable qualité veut installer la 9001, il pense toujours au qui fait quoi, procédure. Alors, il ne faut pas oublier que le qui donne quoi est aussi important, c'est les indicateurs. Alors, le responsable achat va donner quoi comme résultat qui va contribuer à la satisfaction client et à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Le responsable RH, le responsable qualité lui-même, la production, etc. Alors, l'ISO 9001, alors l'objet, le titre sur le webinaire était en cinq étapes. Alors, effectivement, c'est 5 étapes. Et c'est la fameuse règle des 3-3-3-30. Alors, ça veut dire quoi? Nous, lorsqu'on accompagne une entreprise, alors nous, c'est qui? Nous, c'est Providef. On est un cabinet qui accompagne les entreprises dans la certification, mais pas que. Je vais en parler par la suite. Alors, on commence par un diagnostic. Il prend 30 minutes en ligne. Ça peut aller jusqu'à 1 heure. Il est gratuit. Donc, si demain, vous voulez voir où vous en êtes par rapport à un standard, 9001, 14001, 45001, 50001, autres, on peut vous faire un diagnostic gratuit, à distance, sans aucun engagement. Il va vous donner un pourcentage de conformité par chapitre par rapport à la norme. Ça, c'est gratuit. Alors, la mise en place d'un système pour une entreprise qui est engagée, ça prend 3 mois. Et le check, le contrôle, l'audit interne revue de direction, ça prend 38 mois. Et sur le système plus check, là, il y a 30% qui est payé parce qu'il y a la possibilité que vous soyez subventionné à hauteur de 70% à travers des mécanismes de financement. Ça, si vous voulez, on pourra en parler par la suite. La certification tourne autour d'une moyenne de 3 jours pour une entreprise moyenne. Ça peut aller au-delà, ça peut être un peu moins, un peu plus. Et la recertification va se faire dans 3 ans. Ça veut dire que le certificat ISO que vous allez avoir, il est valable uniquement 3 ans. Ok,
Alors, le diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? Alors, diagnostic, c'est bon. Alors, diagnostic, alors, c'est un contrôle, c'est un check de la situation, on va dire, de l'entreprise par rapport à un standard. Alors, le diagnostic peut prendre trois différentes formes. Avec l'audit interne, c'est une forme de diagnostic, mais ce n'est pas le diagnostic dont on parle nous. Le diagnostic initial, c'est l'évaluation externe. Alors, l'audit interne, il est réalisé par une ressource interne, généralement le responsable du système. Alors, le deuxième niveau, on va dire du diagnostic, c'est l'audit à blanc. Il est réalisé par un organisme certificateur de certification ou un organisme tel que le nôtre. On fait également des audits à blanc pour les clients qui souhaitent. Alors, il y a l'audit de conformité, c'est un audit qui est réalisé par un organisme d'accompagnement ou d'audit. C'est également une forme de diagnostic. Alors, le diagnostic représente, sur la majorité des diagnostics qu'on fait aux entreprises, notamment l'audit de pré-certification, le fameux diagnostic gratuit dont j'ai parlé tout à l'heure, on se retrouve généralement avec un taux de conformité qui avoisine les 30%. C'est-à-dire pour une entreprise qui travaille normalement, qui n'a jamais pensé avoir la 9001, qui produit un produit et le vend sur le marché, il est aux alentours de 30%, un peu moins, un peu plus. Alors, au niveau du diagnostic, on cherche quoi? On cherche les ressources, la qualification et la réalisation du produit et du service, la documentation, l'engagement, le système de traçabilité et la conformité. Donc, c'est ce qu'on cherche dans notre diagnostic initial. Alors, la planification, alors comment on procède à la planification lorsqu'on va accompagner l'entreprise pour qu'elle soit certifiée? Vous pouvez également en faire la même chose si vous voulez travailler en interne sur le système. Alors, pour la planification, il faudra commencer par désigner le chef de projet. Le chef de projet, c'est quelque chose qui va prendre 5% d'effort. C'est le plus facile à faire. Il faut le nommer, il faut que ce soit une personne X. Il faut qu'elle soit qualifiée, expérimentée et écoutée. Écoutée pour qu'elle puisse tirer le projet. Alors, 10% de l'effort va vers la désignation de l'équipe projet. Le chef de projet est le chef, mais il faudrait une équipe qui va l'aider. C'est une équipe qui nécessite un arbitrage, qui nécessite un consentement et pas toujours disponible. Ce sont les freins qu'on peut retrouver lorsqu'on va nommer une équipe. Parce qu'une équipe, on va la prendre de l'entreprise. On va prendre quelqu'un du RH, quelqu'un de la production, quelqu'un du contrôle de qualité, quelqu'un de la comptabilité, par exemple, et on va former notre équipe. Il faudrait qu'il soit aussi nommé, spécialisé, responsabilisé et challengé. Responsabilisé pour que justement demain, l'un des membres ou plusieurs membres de l'équipe du projet ne vous disent pas j'ai autre chose à faire, je suis chargé de la comptabilité, je ne peux pas travailler sur le projet. Donc il faudrait qu'ils soient responsabilisés, impliqués. Alors, autre chose, 30% de l'effort passe sur la fixation des délais. Alors, généralement, ce qu'on observe, c'est que dans la majorité des cas, les délais ne sont pas toujours acceptés. Lorsqu'on propose un délai, donc il n'est pas accepté, on demande à ce qu'il soit prolongé sans raison valable. Ils ne sont pas toujours respectés, c'est-à-dire même une fois fixés, ben, on va voir que les gens commencent à ne pas respecter les délais, et ça a une incidence sur le développement du process. Et pas toujours suivi. Donc, délais, ils sont là, ils ne sont pas respectés, mais au-delà du respect, il y a personne qui les suit pour dire est-ce qu'on est bon, pas bon. Alors, les délais doivent être raisonnables. Hein, il faut pas qu'ils soient trop larges. S'ils sont trop larges, ils vont pousser les gens à se désintéresser du projet. Il faudrait qu'ils soient convenus, c'est-à-dire établis avec un consensus. Il faut qu'ils soient un peu larges, pas trop, pour laisser une marge de manœuvre. Il ne faut pas qu'ils soient trop serrés. Il faut qu'ils soient formalisés. C'est-à-dire une fois qu'on a défini les délais, ben, on va formaliser ça par un mail ou sur un tableau. Ben, on envoie à tout le monde pour que les gens sachent à quoi ils ont à faire. Alors, 55% du travail restant, c'est dans le go, c'est dans la réalisation. Alors, il faut qu'il soit donné par le top management. Une fois la planification est arrêtée, on commence à planifier ce qui va venir, ce qui va être réalisé avec des délais, des responsables et des échéances. Donc, c'est par rapport à la planification, donc je reviens. Alors, lorsqu'on accompagne l'entreprise pour qu'elle soit certifié ISO 9001, il y a le déploiement. Alors, on a réalisé le diagnostic, il est gratuit, on a fourni le rapport du diagnostic, l'entreprise veut se faire accompagner, on commence la planification, désignation du chef de projet, équipe de projet, délai, et puis le go, on démarre. Alors, le déploiement, c'est la déclinaison de tout ce qui a été dit.
avec la pyramide que vous êtes en train de voir. Alors, on commence par des formations de base. Alors, l'ensemble du personnel, lorsqu'une entreprise est d'une certaine taille, les responsables chefs de ligne sont formés aux standards ISO et puis par la suite aux outils de gestion de la qualité. Alors, en deuxième niveau, viennent les formations complémentaires, comme la formation d'équipe du projet, aux collaborateurs, sur des outils spécifiques tels que l'évaluation des risques, résolution des problèmes, etc. Alors, troisième niveau, on commence à travailler le système documentaire, gérer les informations documentaires obligatoires, on commence à produire les procédures, les enregistrements, les fiches suiveuses, les fiches de contrôle, tout le système documentaire, on va le monter. Alors, en 4, il y a la mise en œuvre, c'est-à-dire l'activation des processus et des procédures, tout ce qu'on a écrit qui s'exécutait avant, on va l'améliorer, on va commencer à le déployer, donc il faut que la machine commence à tourner, on va lancer les enregistrements, on va lancer les formations et sensibilisations spécifiques, lorsqu'on va voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on va lancer des sensibilisations, des formations encore une fois, et sur on va dire le top, on va venir avec la mesure et la surveillance, récolter et analyser les résultats de la surveillance et contrôle, récolter et analyser. Il faudrait analyser. Là, ce qui se fait dans la majorité des cas, c'est que les gens récoltent des résultats, ils disent on est bon, pas bon, on n'a pas atteint l'objectif, grave ou pas grave, mais ils vont rarement vers l'analyse, et l'analyse est très importante. Évaluation des risques, suivi des plans d'action, etc. Ça, c'est le déploiement, c'est-à-dire on va mettre sur place, sur le terrain, tout ce qui a été planifié, tout ce que demande la norme. Le contrôle, alors les deux éléments de contrôle qui sont cités au niveau de la norme, vous les connaissez un peu, c'est l'audit interne au niveau 1, on doit le planifier, et après, qu'il soit planifié avec les différents pilotes des processus, il est réalisé, ça peut être réalisé par quelqu'un d'externe, ça peut être réalisé par quelqu'un en interne, ça peut être un mixte. Alors après, on analyse les résultats, ça peut être également fait en externe, et on apporte des réajustements avec des plans d'action. Il y a des entreprises qui nous appellent que pour faire l'audit interne, ils font tout, ils viennent pour qu'on fasse un audit interne externe, si on peut dire ça comme ça. C'est l'audit interne niveau 1 ou contrôle niveau 1. Contrôle niveau 2, c'est la revue de direction, c'est-à-dire tout ce qu'on a rassemblé sur le système, on le passe, on le présente à la direction qui va donner son avis, son aval, et par rapport aux exigences, on va passer au go de la certification. Alors, après le déploiement et le contrôle, on arrive au processus de la certification. La certification, comment ça se passe? Alors, avant l'audit de certification, on accompagne, nous, l'entreprise, pour avoir des offres de certification. On l'oriente vers des cabinets qui pourraient répondre à leurs besoins en fonction de la gamme tarifaire qu'ils souhaitent. On renseigne avec le questionnaire de demande d'information, on fait une évaluation sur la base d'activité et d'effectifs. Après vient l'audit de certification, on peut pas être là, mais on assure une assistance à distance, ou il y a une revue du système documentaire à distance et un audit sur site. Alors après l'audit, on revient pour, s'il y a avis sur la recevabilité, c'est-à-dire si le système est bon, on vient pour traiter les quelques non-conformités qui peuvent survenir, rarement critiques, très très rarement critiques, ni majeures, donc on se retrouve des fois avec des observations. Mais il faut savoir que, excusez-moi, que non-conformité critique, l'audit est à refaire. Donc vous n'allez pas avoir un certificat. Si vous avez des non-conformités majeures, vous avez droit à un plan d'action, mais vous n'allez pas avoir de certificat avant d'avoir donné ce plan d'action. Et si vous êtes sur de non-conformités mineures ou des observations, vous êtes uniquement tenu de préparer un plan d'action, mais vous pouvez avoir le certificat bien avant. Alors après l'audit, vous allez avoir le rapport d'audit de certification qui est remis au plus tard un mois après le certificat, cela dépend. Alors, tout ça est bon, donc on vous a présenté l'intérêt de la norme, l'intérêt financier, on vous a présenté la démarche, les 5 étapes. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez faire vous-même, passer vous-même un système selon ISO 9001 et le faire certifier? Alors la réponse est oui, mais ce n'est pas toujours facile. Alors je vais partager avec vous une expérience que nous avons eue avec un client. Alors un client sur Casablanca, qui nous a sollicité en 2019 pour un diagnostic gratuit. On a fait le diagnostic, on a remis le rapport. Ils étaient sur un taux de conformité de 35%. Alors, ils nous ont dit un peu,
On s'était dit que c'était peut-être période Covid. Entre-temps, ils ont recruté un responsable qualité qui a travaillé sur le projet. Et après 24 mois, ils nous ont appelés pour qu'on vienne reprendre le projet. Alors, ce qu'on a fait, on a refait l'audit initial pour voir est-ce qu'ils ont évolué entre-temps. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont placé des procédures, des fiches process et l'arrière. Alors, à notre surprise, on s'est rendu compte que après 24 mois, le pourcentage de conformité est passé de 35% à uniquement 42%. Sachant que pour un accompagnement sur 4 mois, on passe automatiquement à 90, voire 95%. Ça veut dire que oui, vous pouvez placer vous-même un système, mais vous pouvez y aller beaucoup plus vite si vous êtes accompagné, à moins que vous soyez vraiment très connaisseur de la norme et de comment la déployer sur le terrain. Alors, si vous voulez, après tout ce qui a été dit, si vous êtes intéressé par une norme, notamment la 9001, parce que c'est la norme de, on va dire, de base, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.providef.com. Vous pouvez voir déjà ce qu'on fait, mais le plus important, c'est que vous pouvez booker, prendre un diagnostic gratuit, hein, en cliquant sur un bouton que vous allez voir. Je pense que j'ai la capture écran ici. Alors oui. Alors, le site, en vous rendant sur providef.com, vous allez voir des images qui vont défiler avec des boutons sur lesquels vous pouvez cliquer pour réserver un diagnostic. Donc, quelqu'un du bureau va vous appeler selon le secteur d'activité et va faire avec vous le diagnostic et vous donner par la suite le rapport. C'est sans engagement, c'est gratuit. Il faudrait quand même que l'entreprise ait on va dire un projet de certification où on veut et que ce ne soit pas uniquement pour voir où on est tout simplement. Donc, demandez votre diagnostic. Il y a une séquence vidéo qui va vous montrer la démarche pour le diagnostic. Donc, elle est très facile à voir. Alors, on vous a mis également sur le site web providef-toujours.com/blog. C'est une partie qu'on renouvelle à chaque fois. Alors, sur la partie blog, on met du contenu qui peut intéresser les responsables de QSE ou qualité ou même les directeurs d'entreprise. Alors, c'est une section qu'on alimente régulièrement. Vous allez voir qu'actuellement, on est sur un article de blog assez intéressant qui est toujours relatif à l'ISO 9001, les 5 bonnes raisons pour passer à l'ISO 9001. Vous allez trouver un résumé avec la possibilité de télécharger un guide AFNOR ISO 9001 pour les petites et très petites entreprises. C'est un guide très intéressant, il faut juste lire le résumé, vous pouvez renseigner un formulaire rapidement et vous pouvez recevoir par la suite. Donc, la section providef.com/blog est une section qui varie à chaque fois avec du contenu qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à vous y rendre. Le site est placé sur les deux langues, anglais et français, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Alors, les quelques clients qu'on a, alors on a AFMA dans l'assurance, on a Sevam, on a Promamec, on a Lavazza, on a le groupe Derham Holding, on a Mitsuba, Glofood, l'aéronautique, Richebois, Savoie, Ibearon et d'autres. On a mis quelques clients qui sont les plus importants sur la place, des projets divers, pas forcément certification, on est sur la certification, des projets de signalisation, des projets de formation. Mais par exemple, sur Derham Holding, on a fait un accompagnement 3 standards, 9001, 14001, 45001. Casablanca Aéronautique, c'est la 9001 et la 9100, l'aéronautique. GloFoods, on était sur un standard de l'ISO 22000. Et Iberom, on est en pourparlers par rapport à un projet de ISO 22000. Alors, les projets en cours, nous avons un projet de certification, d'accompagnement à certification ISO 22001 pour Ninos, qui travaille dans tout ce qui est production de logiciels. Et on est sur un projet d'accompagnement de certification de Oasis Dental Clinic. C'est une clinique dentaire sur Casablanca. Donc, ce sont les projets en cours ISO 9000. Donc, je vous remercie pour votre patience, présence, et je reste ouvert à vos questions. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre, comme j'ai dit, sur la partie discussion, votre nom, prénom, titre et entreprise pour que je puisse par la suite revenir vers vous et à vos questions.